Les secteurs miniers est le poumon de l'économie congolaise. Ces derniers temps, deux minerais émergent du lot, entre autres les coltans et les lithium. Aujourd'hui, nous parlerons avec monsieur le professeur Emmanuel Mukundi du lithium. Nous vous disons salut à vous qui nous suivez de partout sur la chaîne nationale congolaise. Bienvenue à vous. Alors, nous allons demander au professeur de faire son entrée sur ces plateaux. Rebonjour, monsieur le professeur. Bonjour, merci. Vous allez bien, je pense. Ça fait très longtemps que nous nous sommes vus. On est là. Vous avez fouillé le plateau, vous étiez trop occupé. On est là au service de la population. Alors, prenez place. Merci. Le professeur Emmanuel Mukundi, il est aussi député national en République démocratique du Congo. Il fut d'ailleurs le premier invité de l'émission Par l'économie. Là, je ne sais pas si vous l'avez déjà oublié. Non. Vous ne l'avez pas oublié? Non, pas du tout. Avant que vous ne soyez député, vous êtes déjà... C'est un grand souvenir, c'est un grand moment, on ne l'oublie jamais. On doit le garder en mémoire. Chaque fois que je revois l'émission, je suis très heureux. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'exploitation des lithium, son impact économique, je le dis bien, en République démocratique du Congo. Très rapidement, c'est quoi les lithium et quels en sont les usages éventuels? Merci beaucoup, Diane, de m'avoir invité, de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir parler encore à notre peuple sur ce que moi j'appelle la grâce particulière que Dieu a donnée à ce pays. Mais bien avant cela, j'aimerais que vous acceptiez que je me représente, que j'ajoute à votre présentation, parce que votre dernière intervention me permet de me représenter. Allez-y, je vous l'accorde, je vous l'accorde. Je ne suis pas géologue, les gens doivent le savoir, quand bien même on m'appelle professeur, je suis professeur en économie de l'Université de Kinshasa. Et donc, mon intervention, comme l'émission l'indique, je suis beaucoup plus dans l'économie, je ne serai pas dans la géologie. Et puis de deux, je suis député national Eli de Nyunzu, province du Tanganyika. Pourquoi cette précision? Parce que le lithium dont on parle et les coltans, c'est dans le Tanganyika. En grande partie, c'est dans le Tanganyika. Alors, le lithium, donc vous le connaissez mieux? Évidemment, voilà. Évidemment. Et en plus, je suis rapporteur de député du caucus du Tanganyika. Donc, quand je parle là, de temps en temps, bien que je serai objectif, je serai scientifique, mais je vais engager la population, je vais engager mes collègues qui m'ont donné la permission de parler de ça. Et donc, le lithium, ce n'est pas du nouveau. Vous savez que M. Laurent-Désiré Kabila disait que Dieu, en créant le monde, il a créé, il a déversé tout ce qu'il y avait comme richesse, tout ce qu'il y avait comme créature, partout. Mais il est arrivé le soir, il était très fatigué. Il s'est dit, bon, le reste là, on jette sur un espace. Quelque part, voilà. Et on a jeté sur cet espace-là. Qui était le Congo. Bon, et puis cet espace-là, c'était le Congo, évidemment, au centre de l'Afrique. Et même au centre du monde, il faut le reconnaître, au centre de l'Afrique. Les anges qui étaient autour de lui posent la question, mais attendez, mais pourquoi vous avez mis tout ça là-bas? Alors l'Éternel Dieu va répondre. Ça, c'est selon M. Laurent-Désiré Kabila, qui attendez, vous verrez quel type d'homme je mets dedans. C'est pour dire que le lithium, ce n'est pas du nouveau. Si on regarde les tableaux chimiques de Mendeleïev, on va retrouver les deux minéraux, le lithium et les colombo-tantarites, c'est ce qu'on appelle coltan. Donc, ces produits a existé. Et chez nous, particulièrement dans le Tanganyika, précisément dans le territoire de Manono, ces produits ou ces minéraux a existé. Vous savez, comme économiste, je vais vous dire que tout bien n'est pas économique. Vous pouvez avoir un bien aujourd'hui qui n'est pas économique, et demain, il devient économique. Il y a des années, je suis proche, territoire de Nyunzu et Manono, c'est très proche, nous faisons des vacances. Le lithium, les coltans, c'était des déchets. C'était des déchets que Zaïre éteint, vous avez passé des Zaïre éteints à Congo éteint. Aujourd'hui, c'est, je crois qu'on mine quelque chose comme ça. Zaïre éteint exploitait beaucoup plus l'étain. Donc à cette époque-là, les minéraux les plus importants, c'était l'étain. Et donc les autres, que ce soit le lithium ou les colombo-tantalites, ce qu'on appelle le coltan, c'était des déchets. Il y avait des montagnes. Donc vous l'avez déjà vu, donc vous ne parlez pas, non, je ne suis pas de quelque chose historiquement, mais c'est quelque chose que vous avez vu. Je ne suis pas dans l'utopie, je suis dans la réalité. Vous l'avez vu, vous l'avez palpé. Exactement. Par exemple, les colombo-tantalites, dans mon territoire de Nyunzu, c'est plein, c'est en abondance. Donc on en exploite. Malheureusement, on ne sait pas organiser cette exploitation-là. C'est pourquoi
paragraphe de Laurent Désiré Kabila, quel type d'homme on a. C'est-à-dire il faut beaucoup d'organisation, il faut l'homme au centre de tout ça pour pouvoir rendre de tout ce produit-là très utile pour la nation. Donc, je disais, vous regardez sur les tableaux de Mendeleïev ou les tableaux chimiques, vous trouvez les deux produits. Et à Manono, je disais, c'était des jetés, on les jetait parce des déchets. On avait besoin juste de l'étain. Surtout le colombo-tantalite, les coltans qui servent aujourd'hui à fabriquer les téléphones déjà, que nous utilisons. Évidemment. Et je vais révéler quelque chose à la population. Je vous l'accorde. Vous savez que lorsque comment on a appelé ça, les RCD entraient dans l'Est, et particulièrement dans le Tanganyika, les RCD s'est précipité dans le territoire de Nyunzu et dans le territoire de Manono. Lorsqu'ils ont pris le territoire de Nyunzu et Manono, ils n'ont pas pu avancer. Ils ne sont pas allés vers le sud, vers Lubumbashi. Et pourquoi? Parce que nous ne savions pas et on voyait de gros cargos qui descendaient à Manono, ramassant ces saletés-là, ces déchets. Ceux qui connaissent Lubumbashi un peu, c'est du genre de la Gécamine. Si vous êtes au niveau de la Gécamine, il y a une montagne là de déchets qui, bon, pour la Gécamine, à l'époque, c'était des déchets, mais qui aujourd'hui, c'est très important, c'est très utile. Et il en est de même. Alors, les RCD prenaient, évidemment, sous la conduite de Rwandais, ils transféraient ça au Rwanda. Alors, nous ne savions pas de quoi il s'agissait, alors que c'était les colombo-tantarites, les coltans. Donc, le lithium, c'est un minerai, comme tous les autres, qui existent dans notre territoire. Et les géologues que j'ai consultés avant de venir dans votre émission... Ah, vous l'avez fait, c'est déjà une investigation, oui, une manière d'avoir une idée claire. C'est dont nous allons aborder dans cette émission. Exactement, c'est parfait. Parce que je sais que vous avez des questions qui sont en même temps mais oui, parce que beaucoup de gens... en même temps tracassantes, donc je devais me préparer. Beaucoup de gens penseraient que nous parlons d'un minerai que vous n'avez jamais vu. Non, voilà, c'est vraiment un minerai que nous avons vu. Nous avons palpé pour le dire. Et aujourd'hui, si vous allez dans les territoires de Manono, je crois que la gouverneure qui me suit pour le moment permettra à ce que cette émission économique descende. Arrive jusque-là, qu'on palpe la réalité. Parce qu'aujourd'hui, la population de Manono en exploite de manière artisanale. Donc, et évidemment, sous l'impulsion des Chinois, parce qu'ils en achètent. Presque informel, hein? De manière presque informel, voilà. Donc, c'est un produit qui existe bel et bien chez nous. Et selon les statistiques qu'on nous a présentées, le plus grand gisement mondial se retrouve en République démocratique du Congo. Et avec beaucoup plus de précision dans le territoire de Manono et de Malembankulu. Géographiquement, j'explique, le territoire de Manono, c'est l'un de 6 territoires de la province du Tanganyika. Alors que le territoire de Malembankulu, c'est l'un des 6 territoires de la province du Olomami. Donc, ce qui fait que c'est un minerai qui se trouve dans cette zone-là. Mais nous ne disons pas que ça ne se trouve pas ailleurs. On a encore... Mais la plus grande quantité se trouverait dans ce coin-là. Je peux même dire que c'est l'épicentre. Et les périphéries, vous avez les territoires de Moba, vous avez les territoires de Mitwaba. Et là, c'est ce qui est testé, ce qui est précisé, mais on n'a pas encore testé dans d'autres territoires. Voilà. Parce que si on essaie de tester dans d'autres territoires, parce que je voudrais vous dire, par exemple, les colombo-tantalites, ce qu'on appelle coltan, dans le temps, c'était exploité seulement dans les territoires de Manono. C'était des déchets dans les territoires de Manono. Mais aujourd'hui, le centre de coltan, c'est le territoire de Nyunzu. C'est à Nyunzu où il y a les coltans et les grandes entreprises d'exploitation des coltans s'y installent. Aimeraient s'installer. Voilà. Malheureusement, ils ne sont pas encore là. Aimeraient s'installer à Nyunzu. Malheureusement, peut-être on en parlera sur le point de l'organisation qui ne permet pas que ces entreprises-là puissent émerger. Voilà les lithium. Un minerai aujourd'hui à la vue du monde très important. Très important, pourquoi? Vous savez, comme vous êtes économiste, je dois le dire, vous êtes économiste, en dépit du fait que vous êtes journaliste, vous êtes économiste. La révolution industrielle a accéléré la richesse mondiale d'une manière exponentielle, tout en détruisant l'humanité aussi de manière exponentielle, en détruisant l'environnement. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'avec toutes les énergies qu'on utilise, ou la grande partie des énergies qu'on utilise, ce sont des énergies polluantes qui détruisent l'environnement. Mais avec la venue, la découverte des véhicules électriques, on a besoin de batteries. Même de batteries, voilà. La fabrication plus précisément on a besoin de batteries, on a besoin de lithium. Et dans cette fabrication de batteries, selon le spécialiste, on m'a dit qu'on a besoin de
principalement 3 produits. Principalement. Lequel? Vous avez le lithium, vous avez les cobaltes et puis vous avez les manganèses. Et puis à ces 3-là, il y a les nickel et d'autres produits, parce que la batterie, les intrants, la couverture, ça doit être peut-être en plastique ou en bois, ça dépend. Alors, mais les principaux, c'est le lithium, c'est les cobaltes et c'est le manganèse. Alors, ces 2 grands produits-là, les lithium et les cobaltes, se retrouvent en grande partie en République démocratique du Congo. Statistiques proches, si je ne me trompe pas, autour de 80% de la réserve mondiale des cobaltes, c'est en République démocratique du Congo. Si je ne me trompe pas, ça je ne me trompe pas, je l'ai dit avec beaucoup de précision, les gisements le plus important sur le plan mondial, c'est en RDC. Voilà. Imaginez-vous que la France aujourd'hui se réjouit parce qu'elle aussi a découvert une petite partie de lithium, elle se réjouit, elle fait déjà des programmes, des planifications, des projections, de programmation, comment elle peut, n'est-ce pas, fructifier cette petite quantité. Mais alors nous en avons en abondance. Assez, voilà. Avoir en abondance, nous sommes en train de tergiverser, nous sommes en train de nous rechercher encore. Voilà le lithium. Pourquoi maintenant donner un si grand, je l'ai dit bien, intérêt à ces minéraux? Pourquoi maintenant? Les problèmes aujourd'hui de lithium, c'est quoi? Nous passons des énergies polluantes vers les énergies non polluantes. Et selon le scientifique aujourd'hui, les énergies non polluantes, il faut aller vers le soleil, il faut aller vers les batteries. Parce que même le soleil, quand vous captez les rayons solaires, vous devez les stocker dans des batteries. Or, pour les stocker dans des batteries, il n'y a pas seulement des voitures, il y a même l'électricité, il y a même le courant, il y a même nos besoins ménagers. Donc, on a besoin de l'énergie et cette énergie doit être captée par les batteries. Et, comme je le dis dans mon introduction, le lithium fait partie des 3 produits principaux. Et principalement, il y a le lithium lui-même, il y a le cobalt et puis il y a le manganèse. Alors, le problème, comme c'est tout le monde qui en a besoin. Voilà. Aujourd'hui, la demande... Tout le monde en parle. Si pas aujourd'hui, demain, la demande mondiale doit être très importante au point où ceux qui en ont vont être les faiseurs des prix. Ce qu'on appelle dans les jargons économiques le price maker. Ce sont eux qui vont fixer les prix et ce sont eux qui vont diriger le marché mondial. Pour que la population nous comprenne, vous savez que vous êtes dans un village et que quelqu'un, il est le seul producteur des œufs, par exemple. Et il n'y a que lui qui peut fixer les prix. Ou s'il y a peu de producteurs de œufs, il est monopole. Il n'y a que ceux-là qui peuvent fixer les prix. Alors, nous faisons partie de ceux-là, la République démocratique du Congo, qui ont la réserve la plus importante. Aujourd'hui, on parle de l'Australie, qui est le premier producteur mondial. Vous avez, je crois, si ce n'est pas le Chili, si je ne me trompe pas, ça doit être le Chili en Amérique. Au moins, c'est un pays de l'Amérique latine qui est deuxième. Et puis, le 3e producteur, c'est la Chine. Malheureusement, lorsque vous regardez dans les réserves naturelles des Chinois, ils n'ont pas assez de lithium. Comme la République démocratique du Congo. Où est-ce que les Chinois trouvent ces lithiums-là? Ils les trouvent dans le pays africain et particulièrement en République démocratique du Congo. Et donc, ça doit réveiller notre conscience quelque part. Ça doit réveiller notre conscience que nous avons quelque chose sur lequel tout le monde jette un regard et que c'est comme si nous-mêmes, nous sommes assis sur les œufs et que nous ne savons pas que nous sommes assis sur les œufs. Voilà pourquoi les intellectuels, que ce soit les géologues, les économistes et les autres, et particulièrement aussi la population, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas comme hier où il fallait attendre seulement la RTNC pour être informé, mais avec les réseaux sociaux, même chez nous au village, évidemment, je vous ai dit, je suis député national de Nyunzu, dans le Tanganyika, même chez nous au village là, tout le monde sait, tout le monde connaît l'importance de ce lithium. Voilà, le grand problème aujourd'hui, c'est que qu'allons-nous faire avec ce lithium? Comment nous nous prenons pour que ce lithium soit effectivement utile à la République démocratique du Congo, de manière générale, et à la population habitant l'espace où il y a le lithium. Je cite le Tanganyika en premier lieu, parce que la grande partie c'est le Tanganyika, et en deuxième lieu les Olomami. C'est ça le plus grand problème. En ce qui concerne sur le plan international, il y a déjà des pays qui se bousculent pour ces lithiums-là. Il y a des hommes d'affaires de grandes entreprises qui se bousculent pour ces lithiums-là.
Et chacun cherche en sa manière par où passer pour pouvoir l'exploiter. Mais nous, maintenant, sur le plan national, il nous appartient de pouvoir nous organiser de sorte que ces minéraux-là soient utiles non seulement pour cette génération, mais également pour la génération future. Comment d'abord évolue son cours sur le marché international pour avoir une certaine estimation en termes de prix? Bon, je ne peux pas avoir l'idée sur le prix, mais ce que je vous dis, comme vous venez de le dire, un bien rare, c'est celui qui a assez de la valeur. Beaucoup de valeur. Alors donc c'est un bien qui a de la valeur sur le marché international. C'est un bien dont on a besoin sur le marché international. Ce qui est important, moi je pense, c'est que pense la population congolaise. Nous allons y revenir pour trouver les statistiques liées à ces prix. Je dis bien le prix international, le prix de référence. Mais comment alors, parce que vous dites quelque chose de très important, comment alors la République démocratique du Congo peut saisir cette grande opportunité? Comment elle peut bénéficier de ces lithium du point de vue économique? Merci, ça c'est une question très importante. En préparant mon émission, je suis parti dans l'histoire, j'ai fait la rétrospection. C'est bien. Je me suis rendu compte que nous avons toujours raté l'histoire de la grâce divine. Dieu nous a donné beaucoup de choses dans ce pays, mais au moment où l'humanité a ces biens-là, nous dormons. Je vais donner l'exemple des caoutchoucs. Les caoutchoucs, en tout cas, les caoutchoucs de chez nous à l'Équateur, étaient un produit dont avait besoin l'humanité tout entière. Lorsque vous prenez, pendant la guerre de 1914-1918, en tout cas... La Première Guerre mondiale. Oui, en dépit du fait qu'il y ait cette guerre-là, l'industrie des caoutchoucs continuait toujours à se réaliser. Mais si aujourd'hui vous circulez là où on extrait ces caoutchoucs, c'est très misérable. Je cite la province de Chuapa, je cite, c'est dans l'ancien Équateur, je cite la province de l'Équateur et toutes les autres provinces du Grand Équateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, et même les Chopo, et même le Mayombe. Quand vous regardez aujourd'hui, c'est très misérable. On ne peut même pas se rendre compte que ces provinces-là généraient une ressource qui a aidé l'humanité tout entière, et ce pendant la période de la guerre. C'est triste, hein, ça fait très mal. Donc, la deuxième des choses, c'est les cuivres. Depuis la découverte du courant, on a eu besoin du transport du cuivre et du transport du courant, voulais-je dire. Et le cuivre est le minerai le plus utilisé dans ces domaines-là. Et le Congo est parmi les producteurs ou les grands producteurs du cuivre. Mais regardez aujourd'hui, partout là où on a produit le cuivre, il ne reste que des trous. Il ne reste que des trous dans le Grand Katanga. Un scandale, c'est vraiment un scandale. Il ne reste que le trou dans les Hauts-Katanga, dans le Lualaba, alors que la population est grandement pauvre. Il ne faut pas vous tromper avec l'apparence de Lubumbashi et de Kolosi. Non. Moi, je suis député national élu du territoire. La population est grandement pauvre dans les Katanga. Tout simplement parce que, bon, on a exploité quelque chose, on a fait, et puis bon, on a emporté les moellons qui sont partis, et ça n'a rien apporté en termes de valeur ajoutée en ce qui concerne la richesse nationale ou le produit national. C'est ça même la grande problématique. Nous avons aujourd'hui les deux grands produits. Nous avons en abondance le coltan, nous avons en abondance le lithium. En ce qui concerne les manganèses, nous en avons aussi. Vous avez entendu parler des Kisenge manganèse. Là, c'est dans les Lualaba. Et même aussi dans le territoire de Nyunzu et dans toute la province d'Itanganika, il y a aussi les manganèses. On a exploré, les études sont faites. Vous avez les manganèses dans le Tanganyika, à Moba, à Nyunzu, à Kalemi. Donc, vous voyez que nous avons ces minéraux-là. Aujourd'hui, où tout le monde sait que ces minéraux-là sont très utiles pour l'avenir de l'humanité, c'est à nous de pouvoir nous organiser. Mais malheureusement, je viens de le dire, les Chinois sont troisième producteur de lithium, alors que lorsqu'on regarde les réserves, ils n'en ont pas assez. Ils prennent ça d'où? Ils prennent ça en République démocratique du Congo, et les cas échéants, parce que j'en ai vu, dans les territoires des Manono. Et donc, les plus grands problèmes, c'est que nous devons nous organiser de sorte que c'est lithium. Et là, je parle maintenant, je laisse d'être scientifique. Là, vous devenez député national. Je parle comme député national. C'est votre travail. Voilà. Représentant de cette population du Tanganyika. Aujourd'hui, la population du Tanganyika ne voudrait pas voir autre chose. Si ce n'est que l'exploitation du lithium, le traitement du lithium
Et l'exploitation officielle, hein, légale. Exactement. Pas de façon informelle en utilisant la population, ceux qui ne bénéficient pas, je l'ai dit bien, au trésor public, ni à cette population. Exactement. Le cas échéant, c'est l'exploitation de cobalt dans les lois là-bas, où on trouve les enfants, alors que notre code minier interdit les enfants dans le site minier, mais on trouve au là-bas les enfants qui sont dans les sites miniers. Et vous avez certains coins d'îlots là-bas où, et même dans le Haut-Katanga, où vous ne pouvez pas entrer, malgré que vous êtes journaliste, avec votre liberté de presse, de récolter les informations partout, vous n'entrez pas. Là où on a bloqué les députés nationaux, on les bloque, on dit ici vous n'entrez pas, vous devez entrer qu'avec l'autorisation. À plus forte raison, vous, le journaliste, à plus forte raison, la petite population. La population du Tanganyika, des Olomami, et celle de Manono en particulier, attend que cette fois-ci que les gouvernements s'organisent de sorte que les trous ne restent pas sans construire quelque chose. D'où il faut que le lithium entre dans la valeur, contrepartie, voilà. dans la chaîne des valeurs nationales, et cette chaîne des valeurs doit partir de Manono. Pourquoi? Parce que, pourquoi Manono? Pourquoi Manono? Parce que, vous savez, le blanc, le belge, qui ont commencé le développement dans ces pays, ils étaient vraiment stratégiques. Et nous avons tout lagué de leur stratégie en pensant qu'on a fait du bien. En créant, à l'époque, pendant la Deuxième République, on a créé des pôles. Le pôle nord, c'est avec Kisangani. Le pôle centre et sud, c'est Lubumbashi, qui prend Mbujima, Kananga et Lubumbashi. Le pôle nord, c'est Kisangani, qui prend une partie de Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, et puis le Grand Kivu. Et puis le pôle ouest, c'était Kinshasa, avec le Congo central et le Bandundu. Cette stratégie a aujourd'hui comme conséquence les dépeuplements des centres de production vers le peuplement des centres de consommation. Vous voyez à Kinshasa où vous avez plus de 12 millions d'habitants à Kinshasa. On parle même de 18 c'est encore une estimation. On parle même de 18 c'est pas une c'est encore une estimation. Tout simplement parce que la stratégie économique adoptée, elle est mauvaise. Quelle a été la stratégie que les Belges avaient laissée? Laquelle? Pour les Belges, lorsqu'on trouve un minerai quelque part, on installe immédiatement une entreprise de production de ces minéraux. Je prends un cas simple dans ma province du Tanganyika. La province du Tanganyika, c'est une province, à l'époque belge, il y avait deux coins. Vous avez la partie minière, c'était Manono, avec Zaïretin à l'époque, où vraiment Zaïretin bouillonnait, comme la Gécamine à Lubumbashi. Ce qui fait que le jeune du Tanganyika n'avait pas besoin d'aller à Lubumbashi. Ceux qui allaient, ils y allaient pour des raisons d'études. Et donc, tout était fait à Manono et les gens étaient engagés à Manono. Donc, la première des choses, pour la République, on bloque l'exode rural. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que la population trouve c'est leurs intérêts, voilà. Là où il y a l'exploitation de minéraux. On bloque l'exode rural qui permet à ce que ceux qui sont dans le milieu-là puissent bénéficier et restent engagés. Ils ont de l'emploi, ils ont le revenu, ils n'ont pas besoin d'aller en ville. Je vous dis en vérité, lorsque nous sommes venus ici à Kinshasa dans les années 80, et c'était à peine de pouvoir trouver le Louchois ou le Kivusien ici. Tout simplement parce que leurs économies, c'était des économies mouvantes, c'était des économies fleurissantes. Et par conséquent, on n'avait pas besoin de venir à Kinshasa. Pourquoi tout le monde vient à Kinshasa? Je donne un exemple encore très proche. À Dima, ici dans le Bandundu, à Dima, le blanc avait prévu les huileries. Pourquoi? Parce que cette terre de Bandundu accueille très bien le palmier à huile. Et par conséquent, on fabrique les huiles là-bas, on vient le vendre à Kinshasa pour l'industrie de transformation des savons, ou la savonnerie et autre chose. Voyez-vous. Et c'est ça ce que nous devons faire. Je parlais du Tanganyika où il y avait la partie minière et la partie agricole, où la grande production de commercialisation, c'était les cotons. On fabriquait les cotons et le blanc est allé installer l'usine de fabrication d'habits, l'industrie textile à Kalemi, on a appelé textile, Filtizaf. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui a fait que Kalemi n'avait pas envié Lubumbashi. Kalemi n'avait pas envié Bukavu. Non plus Bukavu n'avait pas envié Kalemi. Et toutes les villes s'est développées, chacune selon ses spécificités. Mais alors aujourd'hui, la tendance est que tout ce qui brille, tout ce qui apporte le revenu, il faut amener soit à Lubumbashi, soit à Kinshasa, soit à Kisangani. Et d'ailleurs aujourd'hui même Kisangani est abandonné. Et c'est pourquoi la population demande que
qu'est-ce qu'il faut faire concrètement toute maintenant? La chaîne, j'arrive. Allez-y. Toute la chaîne des valeurs, c'est-à-dire, on exploite les lithiums à Manono, on les traite à Manono et on fabrique les batteries à Manono. Reprenons, c'est-à-dire vous voulez qu'on exploite les lithiums à Manono. On traite les lithiums à Manono et on fabrique les batteries à Manono. Je vous ai donné l'importance de tout ça. Alors, il y a des bouches qui disent que non, Manono, ça ne reflète pas parce que les conditions ne sont pas réunies. Et c'est ça le rôle de l'État. Est-ce que vous ne le faites pas parce que vous êtes ma député de ces coins-là? Vous venez plaider un peu la cause de cette population que vous avez élue. J'aurais voulu avoir ces sentiments subjectifs, mais je préfère brandir un peu plus l'objectivité. Allez-y. L'objectivité, c'est quoi? Je viens de parler de développement. Le développement intégré ne voudrait pas que ça soit un seul coin du pays ou quelques coins du pays qui sont privilégiés. Madame, voyez-vous, j'ai suivi un expert, un intellectuel de Boma, qui aujourd'hui s'est plaint, le port de Boma est devenu un musée. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Vous voulez que toute la population de Boma puisse quitter Boma pour venir vivre à Kinshasa. Et après tout, vous allez parler des Koulouna. Vous comprenez? Et c'est pourquoi nous disons on doit désengorger les villes comme les Belges l'ont fait. J'ai donné l'exemple des Dima ici, c'est dans les Bandundu. J'ai donné la grande entreprise des fabrications d'habits, l'entreprise textile, Soteski. Vous comprenez? C'est Soteski. Pourquoi? Parce que le Nord, là, on produisait les cotons en abondance et nous étions le premier producteur de coton, nous, Congolais. À l'époque, hein, oui. Je le dis bien. On a tout abandonné, on a centralisé dans le minerai, et dans le minerai là, tous, nous devons aller soit à Kinshasa, soit à Lubumbashi, et un tout petit peu aujourd'hui dans le Congo central à Matadi. Voilà pourquoi nous disons que non. Si vous voulez un développement intégral et intégré, il faut décentraliser l'activité économique. Qu'est-ce que nous proposons là-dessus? Allez-y, vous proposez quoi? Je suis dans le lithium. En fait, on trouve les lithiums à Manono, on trouve les manganèses à Nyunzu, on trouve les manganèses à Kisenge Manganèse, là nous sommes dans le Lualaba, on trouve les coltans dans le Lualaba, on trouve le coltan dans le Haut-Katanga. Donc tout le produit utile pour la fabrication des batteries se trouve dans le Tanganyika et quelque part dans le Lualaba et dans le Haut-Katanga. Qu'est-ce que je propose? Vous proposez quoi? Là, ce sont vos suggestions. Nous proposons que la République démocratique du Congo soit fière de ce qu'elle a. Vous savez, quand vous êtes fier de ce que vous avez, c'est vous qui donnez le modus operandi. Et quel est ce modus operandi? Il ne faut pas se confier, comme j'ai entendu le gouvernement, peut-être si on y reviendra, on prend toute la production, on amène tout, on va faire une zone économique spéciale dans le Haut-Katanga, et puis on va amener tous les minéraux bruts des moellons, on amène dans le Haut-Katanga, c'est là qu'on va fabriquer le... Mais c'est aussi un moyen de créer un développement. Un mauvais moyen de créer le développement, en ce sens qu'aujourd'hui, c'est le même Katanga qui se plaint de l'exode rural des Kasaïens. C'est nous qui appelons les autres avec notre fierté en disant, attendez, vous pouvez installer une usine à Manono, ou à Kalemi, par exemple, vous pouvez installer une autre usine de fabrication des batteries, toujours une autre entreprise, dans les Haut-Katanga. Vous pouvez mettre une autre dans les Olomami. Mais ça ne sera plus une zone économique, là. Non, on a plusieurs... Est-ce que vous avez des terrains pour installer toute une zone économique à Manono? On n'a pas besoin de se poser cette question-là. L'espace géographique, c'est en abondance en République démocratique du Congo. Je voulais quand même insister là-dessus. Pourquoi nous voulons ça? Qu'il y ait plusieurs entreprises et dans chaque coin. Qu'est-ce que ça peut apporter, madame? Qu'est-ce que ça va apporter? Pour la République démocratique du Congo. Quand vous avez une entreprise qui a les monopoles, cette entreprise dribble spécialement le pays, le gouvernement. Et cette entreprise pose beaucoup de problèmes au gouvernement. Dans la première des choses, quand tout le monde parle des zones économiques spéciales, c'est pour, n'est-ce pas, éviter ou fuir le fisc. Ça, vous le savez. C'est pour fuir le fisc. Alors qu'il y a des entreprises, il y a des sociétés qui aimeraient s'installer ailleurs et dans les mêmes conditions pour payer de l'impôt à l'État. Et c'est pourquoi nous proposons que l'on décentralise cette histoire-là. On laisse, que les gouvernements laissent les sociétés
d'où elles proviendront, qui cherchent à s'installer dans les Hauts-Katanga, ils s'installent dans les Hauts-Katanga. Si c'est dans le Haut-Lomami, ils s'installent dans le Haut-Lomami. Si c'est dans le Tanganyika, ils s'installent dans le Tanganyika. Pourquoi nous insistons là-dessus? Pourquoi vous insistez? Parce que si, avec la politique de concentration des unités de production dans les 3 pôles, ça a échoué. Je vous ai donné aujourd'hui l'exemple de l'exode du rural. Aujourd'hui, Kinshasa ne respire pas, tout simplement parce que même les petites usines qui étaient dans le Bandundu, des huileries, on ne trouve plus. Même des petites usines qui étaient en Bandaka et ailleurs, on n'en trouve pas. Et par conséquent, vous voulez que ces jeunes de Bandaka, de Bandundu fassent quoi? Ils viennent à Kinshasa, et lorsqu'ils viennent à Kinshasa, il n'y a pas de travail, ils font quoi? Ils volent. Ils deviennent des Kuluna, alors que c'est le gouvernement qui fabrique les Kuluna. Deuxième exemple, vous avez le Katanga. Aujourd'hui, les gens se plaignent pour les Kassaniens qui vont à Lubumbashi. Ils n'y vont pas par plaisir, ils vont à la recherche économique. Ça voudrait dire à la recherche de la survie, à la recherche de l'emploi et du revenu. Et par conséquent, ils trouvent que non. Il y avait Miba dans le Kasaï, et Miba a abandonné. Il y avait la SNCC qui travaillait très bien et qui aidait Kananga, parce que Kananga c'était une grande direction de la SNCC. C'est abandonné, on laisse tout, mais alors, on va où? On va à Lubumbashi. Et c'est pourquoi nous disons, pour décentraliser l'activité économique, la raison de la décentralisation économique est qu'il faut donner de l'emploi et le revenu à tout le monde. Ça, c'est un. Et puis de 2, c'est l'économie, madame, fonctionne avec l'intégration. L'intégration a 2 paliers. Vous avez l'intégration régionale, c'est-à-dire entre les provinces. Il faut qu'il y ait cette symbiose-là. Cette connexion. Cette connexion-là, de sorte que les choses qui sont produites, par exemple, à Lubumbashi, on les trouve à Mbujimaï. Les choses qui sont produites à Mbujimaï, on les trouve à Lubumbashi. Mais les cas aujourd'hui, c'est le cas contraire. Tout est produit à Lubumbashi. Alors les gens de Mbujimaï quittent Mbujimaï pour venir à Lubumbashi. Vous voulez que le lithium aussi soit produit, ou soit traité, soit transformé, soit utilisé pour la fabrication de batteries à Lubumbashi. Alors en d'autres termes, vous demandez que tous les Hauts-Katanga, je cite, les Haut-Lomami et les Tanganyika se rendent à Lubumbashi et vous créez encore les problèmes sociaux. D'où il faut décentraliser. Première chose. Deuxième chose, il faut... Donc, c'est la décentralisation. La décentralisation. Deuxièmement. Et cette décentralisation amène l'intégration régionale. Voilà, une connexion entre Alors, les je voudrais terminer, deuxième chose en ce qui concerne l'intégration régionale. Vous savez que si on implante cette usine de fabrication de batteries, c'est une grande connexion de toute la partie est du pays. Comment ça? Expliquez-nous rapidement. Aujourd'hui, vous avez la partie est a comme poumon économique Lubumbashi. Mais vous avez le centre émergent, c'est Goma et Bukavu. Or, Kalemi, c'est entre Lubumbashi et Bukavu et Goma. Et donc, si on implante des usines à Kalemi, madame, c'est pour émouvoir toute cette partie-là, parce que Kalemi est en connexion avec Kindu, qui est un autre petit centre en émergence, et par la voie des trains. Et la conséquence, c'est qu'on va relier ce que je parlais de l'intégration régionale. Vous ne pouvez pas consommer la farine de la Zambie, la farine de maïs de la Zambie, alors qu'à nous, dans mon territoire, on en produit. Vous ne pouvez pas consommer les pommes de terre qui viennent en Afrique du Sud, alors qu'à Goma, à Rutshuru, il y en a en abondance. Tout simplement parce qu'il n'y a pas cette connexion-là. Or, s'il y a des unités de production décentralisées, attendez, vous ne pouvez pas demander à un exploitant minier d'exploiter les minerais sans faire la route. Il a l'obligation de faire la route. Vous ne pouvez pas demander à l'exploitant minier sans qu'on l'aide avec le moyen de dégagement. Vous avez les ports de Kalemi, qui est le deuxième port après les ports de Matadi, pour la sortie de notre pays. Donc, on peut revaloriser ces ports-là et on connecte, n'est-ce pas, on connecte les provinces de l'Est et évidemment, ce qui peut servir aussi les provinces de l'Ouest. Je quitte maintenant l'aspect de l'intégration. L'intégration spatiale. Voilà. Je suis maintenant dans l'intégration sectorielle. Okay. Sectorielle. Madame, ce qu'on appelle la chaîne des valeurs. La chaîne des valeurs, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, si vous produisez le noix de palme, quelqu'un qui produit le noix de palme se retrouve dans la fabrication des savons. Or, pour passer des noix de palme au savon, il faut avoir les huiles. Et si vous implantez l'usine de fabrication des huiles, des traitements des huiles dans le Bandundu,
et que l'usine de fabrication de savon se trouve à Kinshasa, voyez-vous, vous donnez aussi la chance à la province de Bandundu d'avoir cette possibilité des emplois et des revenus, donc des développements. Si nous restons dans cette hypothèse que la province d'Itanganika et de Olomami et les territoires de Manono doivent être ces espaces qui doivent produire les moellons, c'est-à-dire ce que j'appelle les moellons, c'est les minerais bruts, comme on l'a fait avec la gécamine pendant tout le temps, avec les cuivres et les cobaltes aujourd'hui. Si on produit en brut et qu'on amène ailleurs, même à Lubumbashi, c'est créer la misère davantage à cette population. C'est créer la pauvreté davantage. Je vais souligner. Allez-y. Je souligne au gouvernement, là je suis député national, en disant Manono, c'est un territoire qui est compté parmi les territoires des malnutris. C'est-à-dire la malnutrition existe encore à Manono. Vous comprenez un peu comment cette population peut accepter de continuer à vivre dans cette misère alors qu'aujourd'hui, il y a cette grâce particulière. Parce que, comme je l'ai dit dans mon introduction, un bien peut être économique aujourd'hui et que demain il ne l'est pas. L'étain, nous, à notre époque, c'était l'étain quand nous étions des enfants dans le Tanganyika. On parlait de l'étain, nous bouillonnons de l'étain. Mais aujourd'hui, on ne parle presque plus de l'étain. Aujourd'hui, il y a le lithium. Et le lithium va se perdre demain. Ça peut disparaître. Ça peut disparaître demain. Ouais, ça peut disparaître demain ou après-demain. Mais qui lui cru que le pétrole pouvait être concurrencé comme on le sent dans les jours à venir? L'or noir. Qui lui cru? Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit on n'a pas besoin de pétrole, ou on en aura moins besoin. Il faut aller vers les énergies saines. Voilà. Donc, renouvelable. On ne peut pas laisser... On ne peut pas rester dans cette exploitation qui consiste à laisser les uns pauvres et enrichir les autres. Voilà. Pourquoi aujourd'hui le Congo, je le dis bien, s'associe avec la Zambie pour l'exploitation des lithium, alors que nous le savons tous, ces deux pays ont presque le même niveau d'industrialisation. Pourquoi? C'est là que moi je trouvais que... Pourquoi on doit faire ça? Mais vous êtes député, vous qui traitez ces sujets à tout moment. Oui, malheureusement, les gouvernements... C'est au Parlement où malheureusement, les gouvernements signent des accords qui nous sont amenés parfois au Parlement en retard et même parfois déjà exécutés. Alors, quel est votre point de vue? Très rapidement, quel est votre point de vue en tant qu'économiste, je ne vois pas en quoi on doit donner cette opportunité à la Zambie. Pourquoi? Sur le plan géostratégique, la Zambie, c'est un pays enclavé. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire on exploite, on fabrique les batteries à Lubumbashi. Vous voyez la géographie. C'est pour que ça sorte, pour aller à l'étranger, pour être vendu à l'étranger, que ça passe par la Zambie et la Zambie en bénéficie. La Zambie n'a pas assez de lithium. La Zambie va constituer comme un port, je le dis bien. Alors que si nous le faisons par la Kalemi, par exemple, ça passe par le port de Kalemi et ça entre par le port de Kigoma. Kigoma, c'est Dar Salam, directement nous évacuons. Alors que par c'est ce que vous proposez, c'est ce que vous proposez, vous. Alors que par la Zambie, ça doit sortir la RDC, ça traverse un autre pays, la Zambie, pour aller maintenant au port de Dar Salam. Si ce n'est pas au port de Dar Salam, c'est pour aller à... Et ça, c'est pas le moyen le plus rapide, parce que là, ça sort et ça va directement à la Zambie. Et lorsque vous parlez, là, c'est un peu trop long. Le moyen le plus rapide. Voilà, je vous donne en termes du point de vue, schématiquement. En termes de kilomètres. Lorsque vous êtes à Manono, Manono-Kalemi, nous sommes autour de 400 km, 300 et quelques. Alors que Manono-Lubumbashi, c'est 650 et quelques. Vous comprenez? Ça, c'est un. Et puis, si vous voulez maintenant, nous avons des batteries. Maintenant, je suis à l'étape finale. Le faire sortir, c'est ça le problème. Voilà. Trouver des débouchés ailleurs. Nous avons le batterie. Fabriqué à Lubumbashi, ça doit passer par la Zambie pour aller soit en Afrique du Sud, soit en Tanzanie et trouver un port. Vous voyez, vous avez un pays ou deux pays de transit. Par contre, fabriqué à Manono ou à Kalemi, c'est directement, vous traversez le lac Tanganyika, vous êtes au port de Kigoma et les ports de Dar Salam, immédiatement. Est-ce que la voie elle est praticable? Voilà, c'est ça le rôle de l'État. Quel est le rôle de l'État? Il y a, je peux citer... Non, maintenant, la voie, est-elle praticable? C'est ça le rôle de l'État, madame. C'est ça le rôle de l'État. C'est ça le rôle de l'État. Nous en avons dit, il y a un collègue d'Itanganika qui a parlé de ça, au nom de tous les collègues d'Itanganika, parce que lui, il est vice-président de notre caucus. Il y a deux préalables pour que les Congos bénéficient réellement de lithium. Voilà. Les mettre à Lubumbashi, c'est pour enrichir la Zambie. Pourquoi? Parce que là où on place, c'est à quelques mètres, vous êtes en Zambie, et les routes zambiennes sont entretenues. Mais par contre, si on le fait à Manono, madame, nous avons, s'il faut aller par Lubumbashi, nous avons, ou les entreprises, les sociétés qui fabriquent ces produits-là,
ont l'obligation d'arranger la route et le gouvernement en appuie pour déboucher à Lubumbashi, 650 km, ou pour déboucher à Kalemi, 350 km. Et là, c'est le pays qui en bénéficie. Donc, là, le gouvernement a l'obligation d'implanter les infrastructures de base. Tout développement commence par les infrastructures de base. Et les infrastructures de base, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut me dire, en Afrique du Sud, il y a des routes privées. Mais au départ, c'était l'État, l'impulseur. Et donc, l'État a l'obligation de pouvoir impulser le route. Déjà, la route en terre battue existe, c'est question de l'entretien. Lubumbashi et Manono, Kalemi, ça existe. De deux, vous avez le train qui transporte en grande quantité. Qui a encore un problème. Hein, regardez. Il faut qu'on très rapide, parce que nous sommes vraiment à la fin. Moi, je suis un économiste. Regardez comment on a détruit la voie ferrée de Matadi-Kinshasa. Pourtant, c'est le moyen le moins coûteux. Pour faire évacuer le fret. Voilà. Et aujourd'hui, si vous êtes à Manono, à quelques kilomètres de Manono, il y a une gare qu'on appelle Kitanda. On peut prendre le train là-bas et amener la marchandise au niveau des Kalemi et ça coûterait très très moins cher. Deuxième problème qui se pose, deuxième préalable, c'est l'énergie. Pour qu'il y ait une industrie, il faut de l'énergie. Et là aussi, c'est la responsabilité de l'État. Les Belges ont laissé un barrage avec des turbines qu'on appelle Mpianamwanga. Ces barrages-là, madame, pourris aujourd'hui des sables, il n'y a personne qui les regarde. Et à Manono, les gens dorment dans l'obscurité. Alors que ces barrages-là, on m'a dit, dans un premier temps, jusqu'aujourd'hui, il existe. Il suffisait que l'État mette un peu de moyens, parce que vous voyez, ça fait longtemps qu'on a laissé les machines comme ça, pour entretenir ces barrages-là. Et si on entretient ces barrages-là, selon les techniciens avec qui j'ai échangé, ces barrages est à même de pouvoir fournir du courant dans tous les Tanganyika, et même une grande partie des Olomami. Et donc, imaginez-vous quel est l'impact en termes de développement que les pouvoirs publics, l'État, le gouvernement congolais apporteraient dans ces coins du pays. Au lieu de faire la facilité, aller à Lubumbashi, nous appelons ça la facilité. Et cette facilité n'est pas bénéfique au Congo. Je l'ai dit, en termes d'infrastructure, ça sera bénéfique à la Zambie. C'est pourquoi nous avons parlé de la décentralisation. Vous êtes au Japon, madame. Le Japon, aujourd'hui, est réputé comme le pays de fabrication des véhicules de masse. Vous avez Toyota, vous avez Mitsubishi, vous avez Nissan, etc., etc. Mais toutes ces entreprises-là sont toujours au Japon. Et pourquoi on ne peut pas avoir 3 ou 4 sociétés qui fabriquent des batteries en République démocratique du Congo? Avec cette diversification, ça peut permettre à ce que les Congos aient les monopoles de fabrication de batteries. Si pas les monopoles, que les Congos prennent la meilleure place. Mais vous faites une zone économique spéciale où vous attirez une entreprise, une société, laquelle société va vous mettre des bateaux dans le roue, laquelle société va vous... Après, je donne l'exemple... Très rapidement. Je donne l'exemple... Là, je vous vois déjà l'auditoire, très rapidement. Je donne l'exemple de cuivre et cobalt. Vous savez que c'est très malheureux ce qui se passe à Lubumbashi. C'est vraiment très malheureux. Très malheureux, pourquoi? Parce que une entreprise vient, une société vient, elle achète le site. Elle évalue, elle connaît la valeur. D'accord? Parlons en termes de pourcentage, 100% des valeurs. Mais elle vient en République démocratique du Congo, elle présente 40%. Et on signe des contrats, elle devient propriétaire de la partie, avec notre histoire des carrés miniers, elle devient propriétaire de la partie. Après qu'elle ait été propriétaire de la partie, elle va sur le marché financier. Avec ces titres-là, elle les revend. Elle le revend. Elle n'exporte ça, c'est la titrisation. Hein, parce que ce n'est pas le vrai vendeur, ça ne devait pas être Louis. Malheureusement, voilà. c'est ce qui s'est passé. Il devait un coursier, en quelque sorte. Dans le Katanga. Elle le revend. Et ces sociétés, admettons que la valeur intrinsèque de ces gisements, c'était 100 milliards de dollars, prenons 10 milliards de dollars américains, c'est ça la valeur intrinsèque. Elle va dire en République démocratique du Congo, au gouvernement congolais, que c'est 4 milliards. C'est du vol, hein, en quelque sorte. C'est 4 milliards. Voilà. Mais madame, en économie, il n'y a pas de morale, ça je vous l'ai dit. L'économie est amorale. L'économie, voilà, parce que il faut réfléchir. Vous achetez quelque chose à 20 francs, vous le vendez à 30 ou à 40 francs. C'est injuste. La Bible l'interdit, mais l'économie, il n'y a pas de péché là-dessus. Voilà, elle est amorale. Il n'y a pas de péché là-dessus, madame. Il n'y a pas de péché. L'époque du Moyen-Âge où il y avait des prêts sans intérêt est déjà révolue. Donc, voyez-vous,
c'est ce que nous évitons pour la nouvelle opportunité, la nouvelle grâce que Dieu vient de nous donner. Le bénéfice ne sera pas seulement, je le dis bien, pour le Manono, mais c'est pour la République démocratique du Congo. Alors, que diriez-vous, je le dis bien, à nos autorités qui nous suivent de partout? Nous avons reçu des messages de plusieurs qui nous ont écrit à ces sujets, mais aussi à la population congolaise qui se demande, mais qu'est-ce qui va se passer avec ces minéraux dont vous avez vu pas de paix et vous avez appris au moins ce qu'il faudra faire maintenant pour changer, je dis bien, l'histoire? La première chose à ne pas faire, c'est l'apéprisme. Ça, c'est la première chose. L'apéprisme vient quand on fait des choses dans la précipitation. Ça, c'est la première chose. Il faut réfléchir. C'est nous qui avons la richesse. Nous devons être posés. Ça, c'est la première chose. Pas l'apéprisme, pas la précipitation. Parce que c'est nous qui avons cette richesse. Je vous ai dit, au monde, on parle de l'Australie, on parle d'un pays d'Amérique latine, je crois que c'est le Chili, si ma mémoire est bonne. Et puis la Chine. La Chine n'a pas ces minéraux. Ça, c'est la première chose. Deuxième deux choses, le gouvernement doit se débarrasser de ce que nous avons comme pensée économique. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des centres de production d'une part et des centres de consommation d'autre part. Non, il faut donner les opportunités à tout le pays, comme les Belges le faisaient. Quand vous arrivez à Yangambi, par exemple, dans le Chopo, c'est extraordinaire. Les Belges ont découvert que ce coin, il est extrêmement agricole. Il faut le centre de recherche agronomique. Malheureusement, c'est abandonné comme ça. Troisième chose, le gouvernement ne doit pas commettre l'erreur que nous avons commise avec le cuivre, le cobalt et les autres, les diamants aussi. Parce qu'aujourd'hui... Sans oublier l'or, hein? L'or aussi. Évidemment. Mbujima, aujourd'hui, ce sont des trous, alors que la population est dans la grande misère. Et pour le lithium, pour les cobalt, nous et les coltans, nous, population du Tanganyika, nous demandons qu'on décentralise tout. Ça voudrait dire que l'exploitation soit dans le Tanganyika et dans les Olomami, le traitement soit dans le Tanganyika et dans les Olomami, et puis la fabrication des batteries sur base de lithium dans le Tanganyika. Et alors, si d'autres provinces ont des opportunités comme le Haut-Katanga, qu'on appelle d'autres entreprises qui vont aller dans le Haut-Katanga. Donc nous ne refusons pas que le Haut-Katanga accueille aussi des entreprises de fabrication de batteries. J'ai donné l'exemple du Japon et de plusieurs autres pays. Vous avez les véhicules qui sont produits au Japon. Les mêmes Japon a plusieurs types de véhicules. Pourquoi ne pas avoir plusieurs types de batteries? Une batterie qu'on appelait par exemple Manono. Une batterie qu'on appellerait par exemple Malembankulu. Une autre batterie qu'on appellerait par exemple Kipushi, par exemple. Il est temps pour la République démocratique du Congo de réfléchir comment exploiter de façon efficace et efficiente ces minéraux qu'on appelle les lithium afin qu'ils soient bénéfiques, pas seulement pour la population, je le dis bien, de Manono, mais surtout aussi en général pour la population congolaise ou la population de la République démocratique du Congo. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Nous sommes très contents, très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission par l'économie. C'est la chaîne nationale congolaise. Nous vous disons au revoir et à très vite.